Et cher Didier, bonjour. Bonjour. Commençons par vous, madame le professeur. Qu'est-ce que donc une réforme à la suite de ces différentes décisions, et notamment de celle sur les retraites du 14 avril? D'après l'article 11 de la Constitution, on a un champ d'application qui a été fixé pour le référendum. Dans ce champ d'application, on trouve les réformes relatives à la politique économique, sociale et environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. Dans le cadre de sa décision RIP 4, le Conseil constitutionnel s'est concentré sur le terme réforme à l'occasion en fait, de l'examen de la proposition de loi visant à fixer un âge légal pour la retraite de 62 ans. Donc, il voulait fixer, cette proposition voulait fixer un plafond. Et le Conseil constitutionnel donc a rendu une décision constatant que cette proposition n'était pas en soi une réforme au regard de la Constitution. Donc ce qui signifie que pour le Conseil constitutionnel, pour que l'on ait une réforme, il faut qu'il y ait un véritable changement du droit existant. Et le Conseil constitutionnel constate qu'il n'y a pas de changement du droit existant parce qu'au moment où il a enregistré la saisine, eh bien, l'âge légal de la retraite était déjà à 62 ans. Et par ailleurs, il signifie également que pour qu'on parle de réforme, il faut que la modification ait une certaine ampleur, ce qui n'est pas le cas pour la proposition qui avait été faite. Mais n'est-ce pas, cher Didier, une interprétation à tout le moins frileuse de la part du Conseil constitutionnel? En général, je ne suis pas favorable à des interprétations extensives. Par exemple, j'ai approuvé la décision également du 14 avril concernant la loi sur les retraites. Mais là, je pense que le Conseil aurait pu se projeter un petit peu plus loin et dire qu'en réalité, on cherchait à modifier un futur état du droit et ne pas s'en tenir à l'état du droit existant. D'autant que si j'ai bien lu ce qu'a dit le Conseil, il a d'abord statué sur la loi retraite et ensuite sur le RIP. Et donc en statuant sur la loi retraite et en la validant, il avait implicitement anticipé sur la promulgation. Donc je pense que là, on aurait pu aller un peu plus loin. Ceci étant, ce qui est vrai, c'est que quand on dit à cette époque-là, la retraite c'est à 62 ans au maximum, on ne change rien à la situation existante. Ça, c'est tout à fait exact. Et qu'en prédire pour l'avenir de la proposition de RIP sénatoriale? Et plus largement, est-ce qu'un RIP est encore ou pas une solution pour s'opposer à une future loi? Honnêtement, moi je souhaite que le RIP, sous une forme ou sous une autre, se développe. Tel qu'il a été rédigé en 2008 et avec la loi organique ensuite, il ne peut pas fonctionner. Il faut voir les choses comme elles sont. Tout a été fait pour que ça ne fonctionne pas, le nombre des signatures, les délais, la possibilité de reprendre l'initiative pour le Parlement. Donc c'est un des chantiers constitutionnels que nous avons devant nous. Je n'ai pas la solution idéale. On me dit qu'il y a une proposition de loi constitutionnelle du groupe Lyot qui est intéressante, mais je ne l'ai pas encore regardée. Mais je crois que si on veut que ça fonctionne un jour, si on veut que parallèlement à la procédure parlementaire, il y ait une procédure de référendum d'initiative populaire, minoritaire, appelez-la comme vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance, il faut changer la deuxième partie de l'article 11 de la Constitution. Oui, donc ce RIP n'a pas un grand avenir. Oui, alors notamment la proposition sénatoriale qui a été faite, effectivement, elle est vouée, me semble-t-il, fortement à l'échec, puisque si on applique la dernière décision du Conseil constitutionnel, si on la transpose, nécessairement, le projet va être déclaré irrecevable, en fait, et la proposition sera rejetée parce que, là encore, à la date d'enregistrement de la requête, eh bien, l'âge légal n'avait pas changé. Et ce que propose cette nouvelle proposition, c'est toujours la même chose, c'est d'interdire que l'on fixe l'âge de la retraite au-delà de 62 ans. Et même s'il y a des dispositions en matière financière qui sont ajoutées, ça ne change rien. D'autant que le Conseil constitutionnel a décidé dès la décision RIP 2 et le législateur organique également, en tout cas ça avait été discuté, qu'à partir du moment où une disposition d'une proposition de RIP est inconstitutionnelle, eh bien cela emporte la totalité
de la proposition de RIP. Donc en fait, une disposition non conforme fait que la totalité de la proposition sera non conforme. Et effectivement, pour l'avenir, je pense que cette jurisprudence, elle se montre de plus en plus restrictive, hein, très contraignante. Et ces contraintes, elles s'ajoutent à des contraintes déjà existantes sur le champ d'application et, comme l'a dit Didier, sur le nombre de signatures, sur le fait que l'initiative ne soit pas populaire mais parlementaire en fait. Donc tout un ensemble de contraintes, de procédures qui font que finalement le champ du RIP est très limité, les possibilités de RIP sont très limitées en l'état actuel des choses. Alors il faut donc abandonner l'idée de l'utiliser ou alors tout repenser? Si on veut donner une véritable chance à une telle procédure, il faut la repenser complètement. Alors imaginons qu'on fasse évoluer ce régime justement, de quel autre modèle peut-on s'inspirer, madame le professeur? Alors en l'état, c'est vrai que notre procédure de RIP, elle est extrêmement originale. Justement par rapport au fait qu'il y ait une initiative en quelque sorte parlementaire et un soutien populaire très élevé par la suite. Le fait aussi qu'il y ait un champ d'application finalement assez limité. Ce sont des éléments que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et donc ça déjà, ça en fait une certaine originalité. À l'étranger, on a des exemples extrêmement différents. En fait, il faut savoir qu'il y a une très grande diversité de procédures d'initiatives populaires qui sont prévues dans le monde. On a des procédures extrêmement larges et souples, comme en Suisse, le fameux référendum d'initiative populaire au niveau constitutionnel dont on entend parler fréquemment et qui fonctionne assez bien. Et donc, on peut effectuer une modification de la Constitution assez facilement, même si, au final, seulement 5% des propositions aboutissent. Donc, c'est loin, ce n'est pas du tout un raz-de-marée en matière de propositions populaires. Et à côté de ça, on a beaucoup de procédures qui sont des initiatives de propositions parlementaires, en fait, de propositions, pardon, qui s'adressent au Parlement. C'est ce qu'on appelle les initiatives d'agenda. Donc peut-être qu'on pourrait trouver un compromis entre les deux, c'est-à-dire des propositions qui s'adressent d'abord au Parlement. Et si éventuellement les parlements les modifient ou les rejettent, peut-être que l'on peut envisager un référendum après. Mais peut-être que cette possibilité de soumettre déjà dans un premier temps une proposition, mais véritablement d'initiative populaire au Parlement, pour provoquer un débat en fait sur une thématique, sur une thématique d'actualité, eh bien déjà, ça serait une étape très intéressante. Et vous, Didier, quelles sont vos réflexions à ce sujet? C'est vrai qu'en Italie ou en Suisse, il y a beaucoup de référendums. En Italie, il y a ce qu'on appelle le référendum abrogatif. Bon, il faudrait aussi compléter ou, j'allais dire, ajouter toutes les idées qu'il y a en matière de pétition là-dessus. Ça va avec, c'est l'idée que les électeurs doivent pouvoir déclencher une procédure de décision autre que celle fixée par le pouvoir exécutif ou le Parlement en lui-même. Et ça me paraît une idée tout à fait importante. On l'avait développé dans le comité Vedel il y a déjà 30 ans, hein, ça commence à faire loin, mais c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait des procédures concurrentes, une parlementaire et une non parlementaire, pour obliger à ce qu'on débatte d'un sujet et le cas échéant, on en décide. Bon, et là, honnêtement, on n'en est pas du tout là, mais ça me paraîtrait une soupape importante en matière de fonctionnement de la démocratie. Et si je peux aller même un tout petit peu plus loin, vous vous souvenez que Jacques Chirac avait créé une commission spéciale sur le problème de la responsabilité pénale du président de la République. Et moi, je souhaite que le président Macron, un de ces jours, quand il aura ouvert le dossier constitutionnel, crée une commission spécialement sur le référendum d'initiative populaire, minoritaire, etc., et qu'on ne le mélange pas avec les autres questions, parce que je crois que dans la crise que nous connaissons, ça mérite d'être isolé. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.